Bonjour à tous et bienvenue aux 10e journées des gestionnaires d'espaces naturels de Bourgogne-Franche-Comté qui sont cette année sur le thème « Suivre et évaluer pour mieux gérer ». Donc, je vais vous faire une brève introduction, d'autant plus que certains d'entre vous étaient déjà là aux 2 sessions précédentes. Donc, ces journées des gestionnaires sont organisées dans le cadre du réseau des gestionnaires d'espaces naturels de Bourgogne-Franche-Comté. Ce réseau est porté par les 2 SEN régionaux, donc le SEN Bourgogne et le SEN Franche-Comté, en partenariat avec l'Agence régionale de biodiversité. Dans le cadre de ce réseau, il y a la publication de la revue L'Azuré, mais également les organisations des journées des gestionnaires d'espaces naturels. Donc, on est à la 10e journée organisée et la 5e à l'échelle Bourgogne-Franche-Comté. Précédemment, on avait traité du thème de l'écopastoralisme, de la biodiversité forestière, de la fréquentation dans les espaces naturels et l'an dernier, des outils fonciers. Donc, on a eu une organisation un petit peu particulière, comme vous le savez, en raison du contexte sanitaire. Donc, la journée était initialement prévue à Besançon. On s'est adapté, on est passé en format webinaire avec 3 sessions thématiques pour éviter une grosse journée en ligne. Donc, les sessions 1 et 2 se sont déjà déroulées la semaine dernière. Et là, on arrive sur la 3e et dernière session. Donc, qui se tiendra de 10h, on a mis 11h30 midi, je pense, avec les discussions et les débats qui sont toujours riches. Et puis, on essaiera de clôturer quand même à midi pour qu'on puisse tous aller manger. Donc, cette année, la thématique, c'est suivre et évaluer pour mieux gérer. On a déjà vu la première session qui était penser l'évaluation et les suivis dès les étapes de la planification. Jeudi dernier, on a traité des indicateurs d'état. Et lors de cette dernière session, la thématique, c'est suivre la restauration, l'entretien et la libre évolution, avec 3 interventions. Donc, une première intervention sur le suivi de la dynamique spontanée des forêts alluviales, intervention réalisée par Benoît Frisch, qui était garde technicien à la réserve naturelle nationale du Val-de-Loire. Benoît a quitté la région, mais nous a quand même enregistré son intervention fin décembre avant son départ. Donc, on verra son intervention. Et il y aura Samuel Gomez, responsable scientifique au Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne, qui a suivi ce suivi, qui pourra donc répondre de manière pertinente à toutes les questions que vous aurez. Ensuite, on aura une présentation de Louis Collin, chargé d'études milieux humides et aquatiques à l'épage Haudou-Haute-Loup, sur le suivi des travaux de restauration hydraulique. Et enfin, un suivi des mesures agro-environnementales sur les retards de fauche sur le site Natura 2000 du Val-de-Saône, suivi présenté par Guillaume Blondel, chargé mission Natura 2000 à l'EPTB Saône et Doubs. À la suite de ces 3 interventions, on aura donc un temps de questions et d'échanges avec vous-même, et puis on fera une brève conclusion de ces journées. Quelques règles de fonctionnement du webinaire avant de commencer réellement. Donc, on a un animateur, moi-même, et un modérateur, c'est Luc Bettinelli, que vous pouvez retrouver dans la liste des participants si vous avez des questions sur la logistique ou des remarques sur la logistique. Ces sessions sont enregistrées pour une mise en ligne ultérieure, donc on vous enverra bien sûr les liens. Si vous avez une opposition à cet enregistrement, cette mise en ligne, on se dit que vous êtes au courant, donc pas d'opposition et votre présence ici vaut accord pour enregistrement. Afin de faciliter cette session, les micros et les caméras des participants ont été coupés. Bien sûr, dans le cadre du temps questions, échanges, on les rouvrira, il n'y a pas de souci. Et pour l'organisation de ces temps d'échange, vous pouvez au choix poser des questions directement dans le chat pendant les interventions ou en fin de session, comme vous le souhaitez. Ou également passer sur des questions orales. Alors pour cela, on vous demandera de lever la main pour organiser la prise de parole. Et il faut aller dans l'onglet participants, vous cliquez dessus et normalement, en bas, vous trouvez le petit onglet lever la main. Et la parole est donnée à l'animateur, donc pour une fluidité dans les échanges, parce qu'on est actuellement 77, et sinon, ça peut être un peu problématique. Donc, je vous remercie.
Et je laisse la parole tout de suite, enfin, la parole à Benoît Frisch, donc, qui nous a enregistré sa présentation. Voilà, j'éteins mon écran. Et Luc, tu peux donc partager la présentation de Benoît. Voilà, normalement, c'est bon, ça devrait passer. N'hésitez pas sur le chat si ça passe pas. Bonjour à tous. Bon, je parle à mon ordinateur, mais j'imagine que vous êtes présents là devant moi. C'est marrant, c'est comme si je faisais un tuto peut-être sur Internet. C'est une nouveauté pour moi, on va essayer. Donc, je vais vous présenter en fait un protocole de suivi dendrométrique des forêts en libre évolution. Je vais vous présenter ce protocole-là, il en existe plusieurs, mais celui-là est assez intéressant. Donc pour ça, je vais vous partager mon écran pour vous démarrer le diaporama qui se trouve ici. Alors, donc en fait, il s'agit d'un suivi scientifique de la dynamique spontanée des forêts alluviales. Donc pour me présenter, donc, je suis Benoît Frisch, je suis salarié du Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne. Je travaille en particulier sur la réserve naturelle du Val-de-Loire et sur le site Nature 2000 Loire-Allier. Donc, le suivi des forêts en libre évolution, hein, donc on est sur une dynamique spontanée, hein, c'est bien ça, donc oui, en libre évolution, et donc on est sur des forêts à caractère naturel. Donc il s'agit avant tout dans un écosystème boisé spontané, et les forêts sont des milieux, c'est vrai, des espaces naturels assez complexes, assez riches, qui mélangent donc des composantes de structure, de composition et de fonctionnement, assez particulières. Hein, et donc, c'est toutes ces caractéristiques-là qu'on va essayer de mesurer à travers ce protocole-là. Pour vous présenter voilà, les forêts naturelles, on retient quatre caractéristiques essentielles. Donc, d'abord, ce sont des essences autochtones. Hein, donc là, il s'agit bien de forêts avec des essences autochtones. Il ne s'agit pas, par exemple, de plantations de pinèdes ou d'espèces exogènes, hein, comme le chêne rouge d'Amérique, par exemple. Donc, on est bien sur des essences autochtones. Une absence de traces d'exploitation intensive. Hein, donc, on est dans des forêts naturelles donc, qui sont soit sur une exploitation légère, hein, où il ne s'agit pas bien sûr de forêts en coupe intensive ou coupe à blanc, hein, par exemple. On est sur des forêts qui, du fait, sont très peu exploitées ou pas exploitées du tout, hein, ont un compartiment de bois mort et de vieux arbres assez important. Donc ça, c'est une caractéristique essentielle des forêts naturelles. Ça fait souvent défaut, hein, dans les forêts exploitées, hein, forcément, parce que les arbres tordus, malades, ou les vieux arbres, hein, sont évincés. Hein, donc là, c'est pas le cas dans les forêts naturelles. Et on est aussi sur des cycles sylvigénétiques complets. Hein, donc si vous voyez à travers ce schéma-là, on a l'optimum économique au bout de 200 ans, un cycle de 200 ans, hein, qui est voilà, alors qu'un optimum écologique, c'est bien un cycle complet qui peut durer, bon, au-delà de 800 ans. Hein. Donc là, c'est schématique, mais enfin voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est vrai que dans les forêts naturelles, les cycles sont normalement complets. Voilà pour ce qui est des caractéristiques principales des forêts naturelles sur lesquelles on se penche, hein, via ce protocole. Donc ce protocole, c'est un suivi qui est vraiment spécifique, hein, à ces réserves forestières. C'est un outil assez complet. Et déjà, ce que je peux vous dire d'un premier lieu, c'est que c'est un outil qui est pas sorti du chapeau de quelqu'un. C'est un groupe d'experts scientifiques donc, qui ont mis sur pied ce protocole-là, donc qui regroupe donc à la fois Réserve naturelle de France, l'Office national des forêts, l'ex-NGREF, donc AgroParisTech, l'IRSTEA, donc qui est l'ex-CNRF, l'IGN et le ministère de l'écologie. Donc voilà, c'est un protocole qui a déjà pas mal d'années derrière lui, qui est assez rodé, mais voilà, qui est assez partagé par la communauté scientifique. Ensuite, c'est un protocole national, hein, qui s'applique sur tout le territoire. Alors bon, sur des forêts, on va dire, assez classiques, hein, de plaine et de montagne, peut-être un peu moins sur des forêts méditerranéennes, hein, le protocole sera réadapté, mais en tout cas, il est communément appliqué sur 140 réserves forestières. Habituellement, ce sont plutôt des réserves biologiques, hein, réserves biologiques domaniales, ou des réserves naturelles, des milieux boisés qui sont classés en réserve naturelle.
et peut-être un peu moins, mais quand même un petit peu dans les sites conservatoires, conservatoire du littoral ou conservatoire d'espace naturel. Ensuite, c'est un outil complet, hein, donc il y a un matériel technique qui est mis à disposition, il y a un support qui est développé derrière ce protocole-là, hein, donc il y a une formation pour la prise en main de ces outils-là, la prise en main de ce protocole-là et de tous les paramètres. Donc vous voyez, il y a quelques outils, hein, donc là c'est par exemple des outils qui sont mis à disposition, ce sont des télémètres laser, hein, donc un Vertex, la formation qui peut se faire sur le terrain, des outils soit mis à disposition des régions au niveau régional ou au niveau national, donc on appelle ça là, des ordinateurs de terrain. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est un développement informatique derrière ce protocole-là, donc un logiciel dédié, que je vous détaillerai tout à l'heure, et un rapportage national. Donc toutes ces données-là sur les 140 réserves forestières actuelles qui sont échantillonnées, on a une agrégation des données qui a été faite et qui peut permettre éventuellement de faire ressortir des données au niveau national à une échelle un peu plus large. Hein, donc, ça commence à faire un lot de données assez intéressant. Ensuite, de manière un peu plus précise, ce protocole donc, est assez complet, hein, parce que donc, les forêts sont des milieux assez riches et complexes à évaluer, donc il a fallu forcément avoir un protocole assez large, qui balaye assez large, et je dirais c'est le point fort de ce protocole-là, c'est qu'il est assez exhaustif, hein, dans les mesures, et du coup il nous donne une évaluation assez fidèle je pense, du boisement qu'on étudie, hein, pour peu que la pression d'échantillonnage soit suffisante. Hein. Donc c'est un protocole assez complet. Les placettes, donc, il s'agit de placettes circulaires avec un centre de placettes. Le centre est une placette fixe et pérenne, hein, donc on a un pas de temps de 10 ans. Donc on revient toujours au même centre, aux mêmes placettes, hein, au même centre de placettes. La base, c'est de donner la base de la pression d'échantillonnage, c'est une placette pour un hectare, mais après ça évolue un petit peu en fonction des surfaces qu'on a échantillonnées. Et c'est un relevé décennal. C'est ce que je vous disais, on revient, on fait nos relevés, nos mesures tous les 10 ans. D'un point de vue schématique, vous voyez ce que représente le placette. Donc le centre de la placette est ici, hein, donc au centre des cercles. Il y a deux cercles différents de 10 mètres et de 20 mètres, hein, 10 mètres en vert et 20 mètres en orange, qui vous permettent de mesurer différents compartiments. Alors, d'abord, par exemple, sur les arbres vivants, on va prendre le cercle des 10 mètres, hein, en vert foncé, et puis un angle, ce qu'on appelle un angle radioscopique de 3%, avec un facteur 3 pour aller chercher des arbres de plus de 30 cm de diamètre, sachant que ceux qui sont en dessous de 30 se font à l'intérieur du cercle de 10 mètres. Ensuite, pour les arbres morts, vous voyez, il y a 4 mesures différentes sur ce compartiment-là, dans le cercle de 10 mètres, dans le cercle de 20 mètres, et sur des transects rouges, et pour les arbres morts au sol. Donc là, on mesure tout ça. Et il y a aussi donc la régénération, donc sur 3 sous-placettes, qui sont disposées de manière équilatérale, 1, 2, 3. On va mesurer la régénération sur des petites placettes, hein, de 1,5 m de rayon. On mesure la régénération des essences forestières. Donc voilà, grosso modo, le principe de ce protocole-là. Donc là, c'est une placette, donc qui est reproduite autant de fois qu'il faut sur la surface à raison d'une placette par hectare. Donc en forêt alluviale, c'est un protocole, c'est le même protocole, avec une petite adaptation parce qu'on a un module alluvial qui complète, si vous voulez, le pool de mesure de base. Donc on rajoute aussi des hauteurs d'arbres au sein de la placette, sur chaque arbre qui est mesuré. On rajoute aussi des mesures d'état sanitaire, une évaluation d'état sanitaire, hein, sur une échelle assez simple, hein, qui va de 1 à 4. Et une particularité aussi de la forêt alluviale, c'est la présence de lianes. Donc là aussi, on mesure, on relève la présence, éventuellement les diamètres des lianes, donc que ce soit du lierre, de la vigne, du sauvage ou de la clématite, par exemple, ou du houblon. Voilà. Là, vous avez une photo d'une forêt alluviale qu'on a échantillonnée sur la Loire. Vous voyez que c'est quand même des boisements qui sont assez fragmentés. Et donc, du coup, il a fallu adapter là aussi le protocole pour multiplier les placettes à droite et à gauche en fonction des boisements. On a ici, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais on a une jeune peuplerée noire. Et on a ici derrière une forêt un petit peu plus mature, donc une chênaie frénorme.
Sur la réserve naturelle du Val-de-Loire, donc on avait 161 hectares à échantillonner. Donc du coup, ça se situe, vous voyez, c'est tout ce qui est assuré, en fait, tout ce qui a été assuré. Et nos placettes, donc, en fait, il y a eu une placette tous les 130 hectares. Oui, une placette pour 130 hectares, pardon. Non, pardon, une placette tous les 130 mètres, excusez-moi. Parce que le protocole prévoit une placette tous les 100 mètres. Donc là, c'était 161 placettes, non, 161 hectares et 93 placettes, excusez-moi. Il nous a fallu, donc, pour ces 93 placettes, 2 saisons de relevé en 2017 et en 2018, donc avec 45 jours par personne et 2 personnes par saison, par année, pour faire les relevés. Donc c'est vrai que c'est un protocole qui est assez lourd, parce qu'il est c'est vrai qu'il est assez long, parce qu'il est assez exhaustif, hein. Donc du coup, voilà, qui nécessite un déploiement de personnel assez conséquent. Donc voilà, voici l'application sur la réserve naturelle du Val-de-Loire. En photo, vous voyez ce que ça donne. Donc en fait, au sein des placettes, on relève tous les arbres qui sont sur pied, hein, donc en fonction des diamètres, en fonction des différents rayons que je vous ai montrés. Et donc le centre de la placette, vous voyez ici, matérialisé par un piquet, et puis sur lequel on met la sonde. Et donc là, c'est une mesure de distance avec un télémètre ultrason. Donc du coup, on mesure la distance de l'arbre, on relève l'essence de l'arbre, et on relève aussi son diamètre. Donc vous voyez, donc là, il s'agissait ici d'un bouclier noir. Ici, ça devait être un orme lisse. Et puis, donc, on mesure aussi le diamètre aussi des arbres qui sont touchés, enfin, voilà, tout en fonction du protocole. Et on enregistre ces données donc, sur le matériel qui est mis à disposition. Donc là, c'est une tablette de terrain avec le logiciel dédié qui nous permet de faire la saisie directement sur site. L'avantage de cette saisie sur site, c'est que ça nous évite, si vous voulez, de faire des erreurs de saisie, hein, parce que voilà, il y a un formulaire à remplir qui est assez qui est formaté, hein, donc du coup, voilà, on ne peut pas passer l'étape ultérieure si on n'a pas validé l'étape précédente, donc du coup, ça c'est assez intéressant aussi. Donc voilà, donc on fait la campagne de terrain, on fait la mesure de l'azimut, c'est-à-dire de l'angle auquel se situe l'arbre par rapport au centre de la placette, par rapport au nord. Et donc en fait, entre la mesure de distance et la mesure de l'azimut, on cartographie, si vous voulez, chaque arbre au sein des placettes. Donc tout ça, c'est enregistré dans la tablette, ce qui nous permet, 10 ans après, de revenir sur la même placette et de retrouver les arbres à la même distance, normalement au même azimut, et de voir si l'arbre de refaire nos mesures sur les arbres en termes de diamètre, en termes de hauteur, d'état sanitaire, et ainsi de suite, de micro-habitats. En termes de résultats, alors, l'avantage donc du coup ce protocole, comme je vous disais, c'est qu'il y a un logiciel dédié qui a été développé par rapport à ça, par rapport à ces données. Toutes les données donc, qui sont enregistrées, avant de passer à la phase d'analyse, il y a une phase de vérification des données. Donc là, qui est prévue, hein, dans le développement du logiciel. Donc, il vous sort, si vous voulez, un rapport de vérification des données qui vous pointe où sont les erreurs, où sont les manquements, et puis éventuellement les approximations, voilà, qu'on peut être amené du coup à corriger en revenant éventuellement sur le terrain avant de passer à l'analyse, ou pas, enfin, voilà, suivant le degré de l'erreur qu'il y a. Donc du coup là, ça c'est intéressant parce que c'est vrai que des fois on oublie de relever telle ou telle donnée, donc ça permet, avant de passer à l'analyse, d'avoir cette phase de vérification. Ensuite, dans Draw 2, donc là il s'agit bien, on rentre dans le cœur du logiciel, hein, donc une fois que les données sont validées, donc on lance l'analyse, hein, donc c'est une grosse macro, et qui vous sort, si vous voulez, un carnet en PDF, un carnet d'analyse, avec tous les résultats sous forme graphique, sous forme textuelle, sous forme statistique, si vous voulez. Donc ça, c'est vraiment, là aussi, un gros avantage, c'est que on a une base de données, mais on a aussi toute l'exploitation qui est derrière, tout le développement informatique qui est derrière. Et on a aussi, donc, comme on a un lot de données statistiques, on a un calcul du coefficient de variation des données qui vous permet de savoir si vos données sont suffisamment représentatives ou pas de votre boisement.
Donc, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle le coefficient de variation. Et donc, du coup, quelque part, il apparaît dans le rapport et vous avez normalement voilà, un pourcentage de variation des données qui vous donne la fiabilité, si vous voulez, un peu de la lecture que vous avez de votre boîte. Et ensuite, toutes les données analysées sont présentées soit sous forme de volume, soit sous forme de volume de bois, hein, c'est des volumes à l'hectare, des surfaces terrières ramenées à l'hectare aussi, un nombre de tiges ramenées à l'hectare, et ensuite tout ça est présenté par essence, par classe de diamètre, et puis par état sanitaire, enfin voilà, suivant ce qu'on a relevé. Et tout, vous voyez, je vous défile, si vous voulez, tous les types de graphiques et de tableaux qu'on peut obtenir. Donc là, ce n'est qu'un échantillon, mais enfin, c'est l'exemple quelques exemples de résultats qu'on peut avoir de toutes les données engrangées dans ces phases de terrain avec ce protocole. Et donc, que ce soit sur la décomposition du bois mort, sur la densité et le type de microhabitat qu'on peut avoir, la répartition des classes de diamètre en fonction du bois vivant, du bois mort. Là, on a une répartition par essence. Ici, on a une répartition par classe de diamètre, les perchis, les petits bois, les bois moyens, les gros bois, les très gros bois. Donc, en valeur absolue et en valeur relative. On a ici une représentation un peu plus géographique, si vous voulez, du résultat. Donc là, vous avez le centre de votre placette et puis vous avez tous les arbres qui sont géolocalisés hein, par rapport au centre. Et puis vous avez là aussi des diagrammes, des données statistiques un peu plus fondamentales avec sous forme textuelle. Donc voilà, donc tout ça, si vous voulez, c'est développé, si vous voulez, on va dire en un seul clic par rapport au logiciel. Et vous avez votre carnet d'analyse qui vous permet après d'interpréter vos données et de passer, un peu moins de temps, si vous voulez, à faire tourner les logiciels. Donc c'est vrai que du coup, ça c'est un développement qui est assez intéressant. Donc je ne vous passe pas en détail, si vous voulez, le tel ou tel résultat, mais c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même assez complet et que du coup, du fait qu'on a un protocole assez large et puis en plus un développement derrière, tous les indicateurs, si vous voulez, tous les paramètres, si vous voulez, sont illustrés, sont exploités, illustrés, permettent après d'être interprétés. Donc certes, c'est un protocole assez lourd, mais qui derrière a un développement assez intéressant. Pour le coup, pour l'utilisateur, c'est vrai que c'est très pratique parce que, comme je vous dis, hein, ça se fait en quelques clics. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, l'avantage aussi de ce protocole-là, c'est que on revient tous les 10 ans sur la même placette, sur les mêmes placettes, et on a le cycle 1 à l'année 0, le cycle 2 à l'année 10, et le cycle 2 10 ans après. Et qui vous donne, si vous voulez, là aussi encore une analyse automatique avec le logiciel. Donc là, je vous ai représenté une des placettes. Hein, donc vous avez les arbres vivants sous forme de cercle, les arbres morts sous forme de carré, les chablis sous forme de triangle, et puis vous avez donc tout ça, c'est géolocalisé par rapport à la placette. Et donc on revient au centre de la placette, on refait les mêmes mesures de diamètre, micro-habitat, enfin voilà, tout ça sur votre placette. Et donc le résultat, après je vous donne par exemple un exemple graphique. Donc là, c'est la représentation entre le cycle 1 ici et le cycle 2 ici, qui vous montre, si vous voulez, là c'est par classe, par catégorie de bois, hein, donc le perchis, petit bois, bois moyen, gros bois, très gros bois. Donc entre le cycle 1 et le cycle 2, on voit par exemple qu'on a une augmentation du très gros bois. On voit aussi d'un point de vue linéaire, c'est que on a quand même un graphique en dents de scie qui nous fait dire que notre lot de données n'est peut-être pas suffisamment représentatif, c'est pas très lissé, ce qui est le cas, hein. C'est vrai qu'on avait très peu de placettes au cycle 1, on a augmenté le nombre de placettes au cycle 2, et que les données sont un peu plus lissées, mais enfin en tout cas, vous voyez qu'on a des graphiques intéressants, et puis là aussi, encore une fois, qui sont faits de manière tout à fait automatique. Donc voilà, donc du coup, donc à partir de ces graphiques-là, en fait, et à partir de ce protocole-là, on peut mettre en évidence les flux, ce qu'on appelle les flux de matière, parce que ces résultats, on les a là sur le bois vivant, mais on les a aussi sur le bois mort. Et donc, ces flux de matière, le taux de croissance, les taux d'accroissement en diamètre, en volume, tout ça, en surface terrière, on les retrouve hein, dans ces résultats. Et donc, du coup, voilà, ça nous permet de bien caractériser
ce qu'on appelle les flux. Donc, c'est vrai que du coup, en bois vivant et en bois mort, les vitesses de décomposition des bois, et tout ça, ça nous permet de savoir un petit peu, d'approcher un petit peu la fonctionnalité de notre boisement. Donc, alors, on le décrit de manière structurelle au niveau de sa composition, puis après, on pousse un petit peu l'analyse sur la fonctionnalité, donc par rapport à la vie de ces boisements, et puis surtout à la présence aussi, par exemple, de tout ce qu'on appelle les dendros microhabitats, donc toutes les cavités, tous les champignons, tous les artefacts en fait qui sont liés à la vie et la mort d'une forêt naturelle, enfin, avec une expression en libre évolution. Donc voilà, donc c'est vrai que ce protocole-là est assez complet, assez intéressant, et s'applique très bien justement pour les forêts naturelles. Étant donné qu'il y a tout un lot de caractéristiques à relever, ce protocole-là représente, à mon avis, balaye assez large et prend en compte toutes les caractéristiques de ces types de boisements. Voilà ce qu'on peut dire sur ce protocole-là de suivi des forêts en libre évolution. Si vous avez des questions, donc vous pouvez nous contacter. Alors moi je serai plus en poste à ce moment-là, mais si vous avez des questions sur l'application module alluvial, là par contre je peux répondre un peu plus précisément, sinon je laisserai la parole à mes collègues. Mais sur le module alluvial, là je pourrais vous aider. Enfin voilà, je suis toujours dans le réseau de la gestion des espaces naturels, donc le réseau marchera, il n'y a pas de souci. Voilà, sur ce, je laisse la parole à mes collègues pour vos questions en direct. Donc, merci virtuellement Benoît. Donc, je vous précise que les questions que vous aurez, ce sera Samuel Gomez qui pourra y répondre. On va maintenant enchaîner sur la deuxième présentation, celle de Louis, de Louis Collin, pardon, de l'EPAGE Audoux-Haute-Loup, donc sur le suivi des travaux de restauration. Je vois que Louis, c'est bon, la caméra va fonctionner, parfait. Donc, sur les suivis de restauration des travaux sur les tourbières, sur notamment le volet piézométrie. Oui, bonjour à tous. Donc, Louis Collin, je suis chargé de mission milieu aquatique et milieu humide à l'EPAGE Audoux-Haute-Loup. J'interviens dans le cadre du Live Tourbière du Jura sur différents projets de restauration, mais aussi sur la piézométrie. Donc, je vais vous présenter comment on a pu utiliser cet outil piézométrique dans le cadre de suivi de travaux. Donc je représente l'EPAGE Audoux-Haute-Loup. C'est un EPAGE nouvellement créé en 2019 qui couvre 40% du département du Doubs. On est bénéficiaire associé dans le cadre du Live Tourbière du Jura depuis 2014 avec 5 autres co-bénéficiaires avec lesquels on s'était fixé de restaurer 60 tourbières du massif jurassien. Alors, une rapide introduction sur pourquoi gérer et restaurer les tourbières jurassiennes. Donc, beaucoup d'entre vous doivent le savoir, mais l'homme a marqué les dernières années par l'exploitation de la tourbe et puis le drainage de nombreuses tourbières. On note aussi la rectification de beaucoup de cours d'eau qui ont en fait déconnecté les tourbières des nappes d'eau. On note aussi la déprise agricole et puis les plantations d'épicéas et puis de peupleraies. Alors nous, on restaure pour la biodiversité, premièrement, et puis aussi, on aime bien montrer le triptyque, aussi pour maintenir en fait la ressource en eau, et puis maintenir aussi les stocks de carbone dans ces sols tourbeux. Alors au cours du Live Tourbière du Jura, on a pu intervenir sur différents sites tourbeux, avec donc des sites qui sont extrêmement diversifiés, tant du point de vue, on va dire, topologique que aussi hydrologique. Donc on a mis en place toute une série de mesures qui sont à chaque fois adaptées au milieu. Donc comme on peut le voir ici avec ces doubles palissades là sur la Grande Seigne, sur les communes des Granges-Narbeau, Pontarlier-Houtot, ou ici sur la Corne du Marais à Bouvran. Puis voici d'autres exemples. On intervenait également sur des ruisseaux sur substrat tourbeux,
avec mon collègue là sur la création d'un lit guide sur le Boutreau à Bannes. Je vais pas m'épancher plus longtemps sur les restaurations qu'on a pu effectuer au cours de ce live. Je vous invite à aller consulter notre site internet livetourbièrejura.fr ou aussi à regarder nos vidéos sur YouTube. Donc bien sûr, ces travaux, ils sont pas été réalisés comme ça. On a mis en place toute une série de suivis. Donc ça va des suivis papillons, odonates, BOTA, photos, etc. Et puis un outil qu'on a appris à maîtriser au cours du live, c'est l'outil piézométrique, donc qui est un peu le sujet d'aujourd'hui. Donc je vais vous présenter cet outil. J'aime bien rappeler que la piézométrie, c'est la mesure de la profondeur de la surface de la nappe d'eau souterraine et qu'elle est utilisée sur différents substrats. Et avant d'être utilisée en milieu tourbeux, on l'a largement utilisée sur d'autres substrats géologiques, notamment dans pour la surveillance de la ressource en eau. Alors, selon mes lectures, certains pourront me contredire, mais moi, les documents que j'ai plus anciens qui traitent de piézométrie en tourbière, c'est dans les années 60. J'ai noté quand même un intérêt scientifique grandissant depuis les années 80, voire 90. Et puis, bon, bah, les gestionnaires, ils ont pris en main cet outil-là seulement depuis les années 2000, voire 2010, et pour nous, 2014. Donc, je vais vous présenter une étude de cas, comment on a pu utiliser l'outil piézométrique dans le cadre de l'évolution du comportement, la surveillance de l'évolution du comportement piézométrique dans le cadre des travaux de la tourbière active du creux au lard. Donc ces travaux avaient pour objectif de remouiller une tourbière afin de maintenir, encore une fois, on intervient sur le triptyque là, de maintenir les milieux ouverts, donc qui a trait à la biodiversité, de maintenir la turfigénèse, donc qui a trait au stock de carbone, et également de réguler la ressource en eau via le changement des flux d'eau. Et on a mis en place un dispositif de 10 tubes piézométriques équipés de sondes qui ont en fait été au départ implantés dans un but de diagnostic pré-travaux et ce dispositif a ensuite un peu évolué pour répondre à nos attentes. Donc la tourbière active de Frasnes-Bouvran, on pourrait la décrire comme un marais de transition en phase d'ombrotrophisation. C'est une tourbière qui fait partie d'un complexe tourbeux majoritairement forestier, on le voit là sur l'image. Et donc en fait c'est une des seules zones qui est relativement ouverte encore aujourd'hui au sein de cet énorme complexe tourbeux. Et une étude diagnostique avait été réalisée avant 2014 et qui pointait du doigt en fait tout le réseau de fossés de drainage comme étant responsable de la fermeture progressive du milieu par les pins accrochés. Donc tous ces fossés de drainage permettaient en fait l'évacuation de l'eau, donc le drainage des eaux de cette tourbière en direction d'une perte qui se situe là au sud, qui est appelée le creux au lard. Donc les travaux de restauration ont consisté à en fait restaurer le bassin versant d'origine par la réalisation d'une digue ici en amont de la tourbière qui permettait d'empêcher les eaux de se déverser dans le creux au lard. Et dans une deuxième phase, parce qu'on a une phase de travaux en 2015 puis une deuxième phase de travaux en 2016 qui permettait de neutraliser en fait les fossés de drainage et de réorienter les eaux en direction de cette tourbière. Si bien qu'après travaux, théoriquement, le bassin versant d'origine étant restauré, cette tourbière doit être alimentée par un bassin versant beaucoup plus conséquent puisqu'on passe de 9 hectares à 17 hectares. Et donc, potentiellement, la quantité d'eau qui arrive sur cette tourbière est beaucoup plus importante. Donc, dans le cadre du diagnostic, il y avait déjà un dispositif piézométrique qui était installé. Donc ici, proche de la future digue, qui a été conservé, donc ce dispositif a été conservé dans le cadre d'un suivi avant-après travaux.
Là, on le voit sur l'image, en fait, avec la digue au centre en rouge, ici, et puis sur les côtés, de chaque côté, là, en fait, les fossés de drainage qui ont été neutralisés. Donc théoriquement, après travaux, en fait, les écoulements devaient être réorientés en direction du nord. Donc très vite après les travaux, on a pu voir des modifications assez importantes, puisque juste derrière la digue, on a eu un ennoiement assez important, qui a conduit au bout de peut-être 2 ans à la mort de la quasi-totalité des épicéas et des pins à crochets qui se trouvaient au contact direct de cette digue. Pour illustrer un petit peu le comportement piézométrique qu'on a pu voir, les évolutions en tout cas du comportement piézométrique avant-après travaux, on s'est intéressé à plusieurs piézomètres, donc le TV3 là, qui se trouvait au contact direct de la digue, et puis le TV11 qui se trouvait près de 70 mètres plus éloigné. On peut tout d'abord noter qu'il y a une vraie diversité dans les comportements piézométriques, avec en fait une évolution moyenne de la nappe qui est située entre 5 et 25 centimètres. Donc en fait, en piézométrie, en tout cas sur l'étude piézométrique, la moyenne, c'est pas forcément un indicateur qui nous intéresse réellement. Nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est si après travaux, la nappe a pu se stabiliser. Donc, est-ce que les amplitudes sont moins importantes? Et également si le niveau d'eau a pu s'élever. Et là, on s'intéresse davantage en fait aux médianes et aux quartiers. Pour la suite de la présentation, je vous parlerai du TV6 là qui est plus central. Et puis notamment, alors comment on fait pour comparer des chroniques avant-après travaux? Alors surtout avec les dernières années où on note des sécheresses estivales très importantes, là notamment en 2018, 2019 et puis là 2020 qui s'est donc la sécheresse a été en plus précédée par une sécheresse printanière. Donc il y a ça, il y a aussi comment comparer des chroniques quand on a des bugs, des trous de données comme ceci. Sachant qu'en piézométrie, on prend l'habitude généralement de comparer des années hydrologiques complètes entre elles. Donc voilà, donc il nous a fallu 6 ans de données pour identifier trois chroniques de 12 mois comparables. Donc une avant travaux et 2 après, ce qui est relativement peu, hein, mais on fait avec. Et ça nous permet quand même d'observer des tendances qui sont assez intéressantes. Donc une élévation en fait graduelle des niveaux d'eau qui sont là illustrés par une augmentation des médianes et puis une augmentation aussi des quartiles premier et troisième, avec une élévation aussi des minimums et maximums. Et ce qu'on peut voir, c'est sur les amplitudes, malgré les périodes très sèches des dernières années, on reste sur une amplitude qui est moins importante que avant travaux. Donc c'est plutôt positif. À cette variable, en piézométrie, on peut présenter 2 variables différentes. Il y a la variable, on va dire, hydraulique, qui traite de l'altitude de l'eau, et puis il y a la variable hydroécologique, qui traite plutôt de la profondeur de l'eau par rapport au niveau du sol. Donc sur la première, on a bien noté en fait l'élévation du niveau d'eau suite à la réalisation de la digue, donc j'ai appelé l'effet digue. Et après, la seconde tranche de travaux et puis l'évolution en fait des milieux, on a une élévation progressive du niveau de l'eau. Sur la variable hydroécologique, on a aussi cet effet digue, mais après on a plutôt un plateau qui correspond à une inondation, on va dire un peu généralisée du site. Et puis après on a une légère diminution. Cette légère diminution, c'est pas une diminution du niveau d'eau. En fait, ça marque la croissance de la végétation. Et ça, c'est vraiment très intéressant, puisque au-delà du fait de savoir que le niveau d'eau augmente, on sait aussi que la végétation, ici la végétation turfigène, a tendance à croître et à venir recoloniser en fait les parties inondées. Donc ça laisse présager qu'on a donc une dynamique de végétation plutôt turfigène qui est relativement importante. Donc on peut se permettre de dire que potentiellement on aura une accumulation de tourbe dans les prochaines années. Et puis on peut aussi espérer que finalement cette végétation rase, là des sphaignes, va prendre peu à peu le pas sur
sur les végétations un peu plus hautes, comme le pin à crochet qui avait tendance à coloniser le marais jusqu'à maintenant. Donc, en conclusion de ces travaux, on peut dire quand même qu'on a un effet qui est bénéfique pour le moment, même si on a 3 chroniques, hein, c'est pas suffisant, mais ça nous donne en tout cas des indices sur l'évolution future. Donc on sait qu'on a une élévation de l'altitude des 3 quartiles, ce qui marque en fait une élévation du niveau d'eau de façon globale. On a une tendance à la diminution de l'amplitude, donc ce qui marque en fait une stabilisation de la nappe proche de zéro. Et puis sur la variable hydroécologique, on voit qu'on a une stabilisation de la nappe proche du niveau zéro du sol. Et donc ce qui peut indiquer tous les critères que je viens de vous décrire. Ça marque donc ce dispositif marque aussi l'importance d'avoir une diversité, plusieurs piézomètres, parce qu'en fonction de la distance aux travaux, on peut avoir des comportements différents. Nous, on se pose toujours la question de la sensibilité aux sécheresses et de ses conséquences dans les prochaines années, hein. Pour l'instant, c'est plutôt positif. Le milieu a tendance à bien réagir, malgré les grosses sécheresses. Et puis, je réinsiste là-dessus, sur l'importance de pouvoir enregistrer en fait ces phénomènes, ces variables hydroécologiques et hydrauliques. Donc on m'a demandé de faire un petit retour d'expérience sur la piézométrie plutôt que sur en plus des travaux. Donc je voulais revenir là-dessus, hein. La piézométrie, ça reste une démarche scientifique, donc c'est toujours une question scientifique, voire des questions scientifiques. Ça, c'est extrêmement important. Ces questions, elles peuvent évoluer dans le temps. Au tout départ, nous, on travaillait sur un diagnostic, puis ça a évolué maintenant jusqu'à un monitoring long terme. Donc voilà, une question scientifique, c'est un dispositif adapté. Comme je disais, nous, on a commencé avec un dispositif adapté dans l'espace, donc avec un nuage de points pour les besoins du diagnostic, qui a pu être utilisé ensuite pour une comparaison avant travaux. Et là, maintenant, on réfléchit à l'évolution de ce dispositif dans le cadre d'un monitoring long terme. Et puis, bien sûr, pour pérenniser ce dispositif et permettre l'acquisition de données sur le long terme, notamment dans le cadre de monitoring long terme, il faut un protocole. Ça, c'est indispensable. C'est des choses que nous, on a adoptées récemment, en fait. Mais toujours dans cette démarche scientifique, comme dans tout protocole, comme dans tout cahier des charges, on dresse un protocole qui nous permet, après notre départ, de transmettre la façon de travailler à nos successeurs. Et puis, idéalement, un référent qui permettra de coordonner cette prise de données. Donc les points importants de la piézométrie, je les ai identifiés juste avant. Donc c'est questions scientifiques, un protocole, des fiches de terrain, un référent. Moi, je peux vous conseiller aussi d'équiper les sites le plus tôt possible, hein, parce que comme on a pu le voir, ces dispositifs, ils peuvent évoluer dans le temps. Donc au fur et à mesure des questions qu'on se pose. Donc faut pas avoir peur de tout de suite aller vers de la piézométrie, parce que l'outil, il est quand même très intéressant. Un point qui a pêché chez nous au tout départ, par manque de connaissances, c'est que la donnée sonde, elle se double toujours d'une mesure manuelle. C'est le seul moyen, en fait, de vérifier la donnée. Et de toute façon, en fait, c'est la donnée manuelle, c'est le meilleur moyen aussi de caler ces données sondes. Donc c'est indispensable. Et puis après, je reviens sur cette variable-là hydroécologique. Ces variables hydroécologiques et hydrauliques, si vous désirez acquérir ces deux variables-là, il faut absolument ancrer et niveler les piézomètres. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Je dirais qu'un piézomètre, ça s'ancre en milieu tourbeux à partir du moment où on veut laisser les piézomètres plus d'une année sur place. Et en quelques chiffres, et pour terminer, la piézométrie à l'épage, et dans le cadre notamment du Live Tourbière du Jura, c'est 84 sondes sur grosso modo 10 sites pour, on va dire, une centaine d'heures de travail par an. Ça vous donne un ordre d'idée. Et puis, pour moi, c'est un support qui est maintenant indispensable pour les diags, pour les comparaisons avant travaux, avant-après travaux, et pour le monitoring long terme. Et puis, ça, c'est indispensable pour le gestionnaire aujourd'hui, pour
beaucoup de scientifiques ont travaillé avec plusieurs universités, mais je dirais que c'est aussi très intéressant dans le cadre par exemple, de présentation publique, parce que ça vous permet de montrer des graphiques, d'asseoir de présenter tout simplement vos résultats avec de la donnée chiffrée. Et puis la piézométrie, ça reste quand même un équipement qui est relativement cher. Je dirais que c'est entre 300 et puis 1000 euros un piézomètre équipé de sondes. Et à cela, il faut ajouter quand même le temps d'installation, la maintenance, le traitement. Donc c'est extrêmement chronophage. Et donc, il faudra toujours garder ça en tête lors de l'installation d'un dispositif. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous annonce prochainement l'arrivée d'un recueil d'expériences live pour tout ce qui a trait au Live Tourbière du Jura, donc les travaux, les études, etc. On est en train de réfléchir avec le pôle relais Tourbière à la rédaction d'un guide piézométrique en Tourbière. Donc c'est en cours, à voir. Et puis je vous invite aussi au colloque live Tourbière du Jura, donc au colloque de restitution du live qui se tiendra du 18 au 21 juin 2021 en visioconférence. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis. En tout cas, du coup, si vous avez des questions pour Louis, soit vous les gardez pour tout à l'heure, soit vous pouvez les poser dans le chat et il y répondra donc à la fin de la session avec les intervenants. Bon, je laisse la parole à Guillaume Blondel de l'EPTB Saône-et-Doubs, donc pour la présentation d'un suivi sur les mesures agri-environnementales sur les retards de fauche sur le site Natura 2000 qui l'anime sur le Val de Saône. À toi, Guillaume. Merci Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Donc Guillaume Blondel, en charge du site Natura 2000 de la vallée de la Saône à l'EPTB Saône-et-Doubs depuis une dizaine d'années. Donc je vais essayer d'être bref, de vous présenter une présentation synthétique des suivis des suivis et de l'évaluation qu'on a mis en place depuis 2018 sur un peu plus de 20 années de contractualisation de mesures agro-environnementales sur le site du Val de Saône. Donc, la vallée de la Saône, c'est aujourd'hui un peu moins de 22 000 hectares, dont 60% en zone agricole. Le site est centré sur la plaine alluviale et globalement sur les limites de la crue centenale de la Saône en Haute-Saône. Et s'y sont ajoutées depuis le 2019 5 entités en Côte d'Or qui étaient centrées sur des gîtes et habitats à chiroptères. Donc, à l'échelle globale du site, on est donc sur 60% en zone agricole, dont 80% de prairies humides inondables, à peu près 20% de culture, le reste étant constitué par la surface de la Saône et des forêts alluviales pour l'essentiel. Je passe très vite sur les espèces à enjeu. On est dans un contexte alluvial de prairies humides, donc avec évidemment la stellaire des marais, le cortège des papillons, dont le cuivré des marais, le cortège de la vie-faune prairiale avec le courlis cendré, le râle des genêts et puis les hivernants comme le busard Saint-Martin. Des groupes intéressants aussi en ce qui concerne les chiroptères. Et puis, petit clin d'œil en bas au milieu, le castor d'Europe qui finit même par recoloniser le Val de Saône. Donc, les principaux enjeux identifiés sur le site, c'est accroître la surface en prairie, évidemment améliorer l'état de conservation de la flore et permettre le cycle biologique des espèces. Cela va de soi, c'est un site Natura 2000, les objectifs sont connus. En ce qui concerne la contractualisation AMAE, elle est très ancienne sur le site. Elle a débuté en 1997 par une opération mise en place à l'époque par l'Adréal et la Chambre d'agriculture. Je vois dans la liste des gens qui sont là, des gens qui étaient déjà là à l'époque. Donc, Chambre d'agriculture d'Irène, l'opération locale Val de Saône, suivie par les contrats de transition écologique. Je vous passe toute la liste des dispositifs qui se suivent et se ressemblent. Globalement, chacun de ces programmes, c'est environ 2200 hectares contractualisés en retard de fauche sur les 8800 que compte le site. Des mesures zéro ferti avec fauche retardée au 15 juin, au 1er juillet et au 15 juillet. Depuis qu'on a capacité à mesurer, c'est-à-dire que depuis que le registre parcellaire graphique est informatisé, on a pu observer, grâce à ces mesures de reconversion de culture en prairie notamment, 800 hectares nets de reconversion positive sur le site. Ça représente à peu près 10% de surface en herbe supplémentaire sur les 15 dernières années.
Donc, la première phase d'étude qui a été conduite suite à une sollicitation de la DRAF et de l'ADREAL en partenariat avec la DDT de la Haute-Saône visait à répondre à 3 questions. Arriver à évaluer l'évolution des surfaces en prairie de manière précise, de pouvoir établir une comparaison avec un site équivalent, en l'occurrence la vallée de l'Oignon, où jamais de mesures agro-environnementales n'avaient été contractualisées à l'époque, ça a changé depuis, et puis réaliser une analyse comparative, donc sur la base de relevés phytosociologiques, je vais y revenir, qui permettent d'évaluer l'évolution de la flore au plan typicité floristique. Donc, c'est une présentation que j'ai déjà faite il y a quelques temps, donc j'essaie vraiment de synthétiser cette partie. Donc, l'évolution de la surface en prairie, les analyses de RPG nous ont permis de déterminer une évolution positive sur la vallée de la Saône, puisqu'on a gagné sur le temps de l'étude une surface importante en prairie, quand dans le même temps, sur le même pas de temps, l'évolution a été largement différente sur la vallée de l'Oignon. J'insiste bien sur le fait que les surfaces présentées sont incluses à l'intérieur du périmètre de la zone inondable, donc à l'intérieur du périmètre de la crue centenale sur la Saône et de même sur la vallée de l'Oignon. On voit donc effectivement une évolution différente, un gain et une perte de l'autre côté. En parallèle, si on dézoome cette fois, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la surface des exploitations concernées par ces parcelles, on n'est plus du tout à l'échelle strictement de la zone inondable, mais on est bien à l'échelle de la superficie totale de la surface agricole utile totale des exploitations concernées. Et là, on voit une corrélation quasi parfaite entre les deux vallées qui conduit à une diminution de la surface en herbe à l'échelle de ces exploitations. Qu'est-ce que cela nous fait dire? C'est qu'on a bien un effet, il a été soupçonné, il a été mesuré, de concentration des surfaces en prairie dans la zone inondable au détriment de ce qui est à l'extérieur de la zone protégée. Donc à la fois lié à différentes évolutions de la réglementation sur les prairies et également, sans doute également, à d'une certaine manière, un effet d'aubaine des MAE qui incite à concentrer les surfaces en herbe là où les financements sont eux aussi concentrés. La deuxième question portait sur l'évolution positive ou pas de la flore sur les parcelles contractualisées en comparaison avec celles qui ne l'étaient pas. On avait la chance sur le site Vallée de la Saône de disposer d'un état initial puisque la thèse de Marie-Jo Vergon-Trivaudet qui s'était déroulée sur le Val de Saône nous a permis d'avoir un certain nombre de points localisés avec des relevés phytosociologiques qui ont été réalisés dans les années 80, c'est-à-dire avant les premières phases de contractualisation. Après un tri assez méticuleux sur ces relevés, on en a sélectionné une centaine qui ont fait l'objet d'un second passage. Donc, c'est Romain Blanchard qui a pu réeffectuer d'ailleurs en lien étroit avec Marie-Jo les relevés aux mêmes endroits, autant que faire se peut, que quelques années en avant. Et donc, de cette centaine de relevés, on en a tiré 40 paires de relevés qui étaient à la fois, pour certains, pas du tout contractualisés sur l'ensemble de la période, et d'autres qui ont été contractualisés en ayant bien sûr la connaissance de la mesure qui avait été contractualisée pendant un peu plus de 20 ans. Donc, la comparaison de ces relevés a été effectuée par Corentin Nicot, donc, à l'Université de Franche-Comté, par un certain nombre d'analyses dont vous me passerez les détails. Alors, je tiens bien sûr les publications à votre disposition, mais on est un petit peu en dehors de mon champ de compétences dans le domaine très pointu de la phytosociologie. Toujours est-il il s'est attaché à analyser la diversité floristique des relevés, l'apparition ou la disparition de certaines espèces patrimoniales caractéristiques, comme la stellaire des marais, comme le Nantes à feuilles de possédant, comme la graciole officinale sur les stations, et évidemment de pondérer les différents facteurs. La conclusion globale, c'est qu'effectivement, la situation est meilleure sur les parcelles qui ont fait l'objet de contractualisation que celles qui n'ont pas bénéficié. Cependant, ces résultats ont été nuancés depuis
par le fait que d'autres facteurs viennent largement supplanter l'effet MAE, qui sont évidemment liés aux pratiques agricoles. C'est-à-dire qu'un passage de pâturage pendant la période sur une prairie de fauche a un impact plus important que strictement l'aspect MAE. C'est des données que l'on tient à votre disposition, mais qui ont quand même permis globalement de démontrer un effet bénéfique des MAE. Cette étude s'est achevée en 2019, fin 2019, et on passe aujourd'hui, c'est surtout ça que je souhaitais évoquer ce matin, sur la deuxième phase. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est posé la question de l'évolution de la surface en herbe, une fois qu'on a tenté de caractériser l'habitat au travers de la flore, reste maintenant à savoir si ces habitats naturels sont attractifs pour les espèces qui les occupent et quelles sont les limites à l'attractivité des habitats pour les espèces. On avait déjà à l'époque évoqué l'idée d'une étude sur la ressource trophique disponible sur les prairies. Une deuxième question porte sur l'utilisation des espaces prairiaux au sens géographique par les espèces. Et puis, la troisième question vise à pondérer les facteurs d'échec de reproduction pour les espèces prairiales. Dans le cadre de cette étude, donc des suivis sont effectués depuis 2008 sur les différentes espèces qui composent le cortège de la faune prairiale. On a choisi de rejoindre une dynamique nationale qui est portée par l'OFB, l'Université de La Rochelle, et qui fait un focus sur le courlis cendré. C'est plus facile, effectivement, d'étudier l'attractivité des habitats au travers d'une espèce qui est présente sur une longue plage d'occupation, dont les effectifs sont encore suffisants et qui est en capacité de supporter un certain nombre de protocoles. Donc, le premier volet qui portera sur l'étude de la ressource trophique, on le planifie sur 3 ans pour essayer de minimiser le biais annuel s'agissant essentiellement d'entomofaune. Le protocole repose sur deux éléments de recueil de données, donc la pose de pièges Barber. Donc, pour poser ces pièges et quadriller et mettre en place notre échantillonnage, on se base sur les relevés floristiques et sur les données qu'on a déjà utilisées précédemment, c'est-à-dire de poser les pièges dans différents types d'habitats, contractualisés ou pas sur la période, pour essayer de dégager peut-être des informations, avec un maillage de 4 pièges par parcelle et 3 fois une semaine, 10 jours d'échantillonnage qui correspondent aux 3 périodes de ponte, d'éclosion et d'émancipation des jeunes. Alors, on pourrait toujours imaginer de densifier encore les choses. Ça fait déjà beaucoup d'échantillons à traiter et ça nous permet d'essayer de mettre en évidence si la ressource alimentaire disponible est suffisante à 3 périodes qui nous paraissent un peu charnières et un peu clés dans le cycle de reproduction des espèces. En parallèle, pour couvrir l'autre pan de l'entomofaune, des transects au filet fauchoir, donc environ 50 fauches en ligne droite, 3 passages par saison aux mêmes périodes et un objectif d'une 30aine de parcelles inventoriées. Donc, ce protocole, il a été construit et cadré par Pierrick Baucher de l'Université de La Rochelle. Il a déjà été expérimenté sur des parcelles en Vendée et sur la côte atlantique l'année dernière et l'année précédente. Donc, on va essayer de dupliquer sur un autre secteur de reproduction du courlis cendré ce protocole. Une fois les éléments recueillis, l'analyse des prélèvements visera à identifier à l'ordre, puisqu'il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'espèce et le temps à passer et les coûts induits seraient très importants. Évidemment, on dénombre par piège pour avoir notre quadrillage. Un point important, c'est la mesure de la taille des espèces prélevées. Donc, longueur et largeur abdominale est classée par taille, puisque les jeunes, en fonction de leur stade de développement, sont en capacité ou pas d'ingérer telle ou telle taille d'espèce. Et enfin, suite à un passage en étuve, on essaye d'évaluer, enfin, on évalue la biomasse par piège. Donc ça, c'est le premier volet de l'étude. Le deuxième volet
vise à voir si nos MAE, telles qu'elles sont implantées dans l'espace prairial, évidemment, ça reste du volontariat de l'exploitant, mais malgré tout, est-ce que le maillage de MAE sur le terrain permet et amène une réelle amélioration dans le cadre de l'utilisation des prairies par les espèces. Donc, pour ce faire, on a prévu de travailler avec l'OFB, qui a mis en place également l'année dernière un protocole de capture et d'équipement de courlis cendrés par balise GPS. Donc, les expérimentations ont pu être menées. Évidemment, ce n'est pas nous qui faisons ce genre de manipulation, on n'en a pas les qualifications en interne. Donc, c'est la cellule avifaune migratrice de l'OFB qui se joint à nous et qui a l'initiative de ce protocole. Donc, toujours le courlis cendré parce que c'est une espèce qui a la taille suffisante pour supporter la pose d'un émetteur de 6 grammes. Alors, 6 grammes, c'est pas rien, mais sur un courlis, c'est plus facile d'imaginer. Le courlis a l'avantage également d'être fidèle à ses sites de reproduction. Donc, sur les 3 années de l'étude, on aura des données qui seront sans doute plus intéressantes. Et puis, il arrive chez nous très tôt. Donc, l'occupation des parcelles se fait dès fin février, début mars sur la plaine inondable. Pour l'instant, c'est des choses qui sont encore amenées à évoluer, mais on cible de 3 à 4 individus équipés par an sur les 3 années du protocole. Les appareils qui sont donc les dispositifs GPS permettront une localisation par tranche de 5 minutes en été, donc ce qui nous amène des données très précises, et puis une par 30 minutes en hiver, puisqu'il s'agit d'émetteurs alimentés par des petits panneaux solaires, donc la luminosité étant moins forte, le protocole prévoit d'aller plus à l'économie d'énergie sur la phase hivernale. Les différentes questions qu'on se pose, c'est évidemment l'occupation des sites de reproduction, l'identification des aires d'alimentation liées au point du nid, de mettre en évidence également les sites de regroupement des adultes à différents stades de l'année qui nous permettront d'avoir une réflexion plus fine sur les annexes aquatiques et les milieux un peu extra-agricoles qui sont nécessaires également pour le cycle de l'espèce. Et puis, sur toute la tranche qui ira donc du mois de juillet jusqu'à février, de voir un petit peu les voies migratoires et de pouvoir comprendre un peu mieux quel est le cycle biologique des courlis qui fréquentent le Val-de-Saône en dehors de la période de reproduction. Donc voilà un exemple de ce qui a été fait l'an passé donc sur l'équipement d'un couple. Donc on voit que l'usage que l'espèce fait des prairies, il y a des choses intéressantes à dire là autour, d'autant plus si on commence à corréler avec des cartographies d'habitat précises et puis d'avoir une indication sur la ressource alimentaire disponible par les prairies. Donc, ce que je vous présente là, c'est encore au stade de projet. C'est une étude qu'on compte lancer cette année. Et il est évidemment trop tôt pour donner les résultats. Et j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter des résultats ou peut-être même des protocoles envisagés qui évidemment posent question et sont amenés à être affinés et pourquoi pas critiqués. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai tenu à peu près le délai. Très bien. Dans le timing, parfait. Bien. Merci. Du coup, on va arrêter les partages d'écran. On va passer à la partie questions-échanges avec les participants. Donc, je vais demander, Guillaume reste avec nous, en effet, à Louis Collin de remettre sa caméra et son micro s'il le peut, et également à Samuel Gomez du Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne, responsable scientifique qui a suivi le dossier du suivi des forêts alluviales avec Benoît Frisch. Ah, je ne vois pas Samuel. Il est là. C'est bon. Samuel, tu as un problème avec ta caméra ou tu n'arrives pas à la mettre? Non, c'est que la connexion Internet n'est pas très bonne, donc je privilégie le son. Que je ne te voyais pas en haut vu que tu n'avais pas ta caméra, mais c'est bon, je te vois dans la liste. On va passer aux questions. Je vais déjà prendre celles qui étaient parues dans le chat tout à l'heure. Donc, une question pour Louis Collin de Lydie Lallemand. Tu as répondu en partie dans le chat, mais je pense que c'est pas mal
de répondre et d'expliciter un peu plus pour tout le monde, c'était « Pourras-tu nous préciser la technique d'ancrage des piézomètres et expliciter aussi la notion de nivellement ?» Oui, alors j'ai pas décrit la méthode dans sa de façon complète, mais d'ailleurs on travaille à ça avec Clémence Curlier du Seine, et dans le cadre du Live Tourbière du Jura, on sortira une vidéo qui pourra aider les gestionnaires à équiper leur site de piézomètres. Donc comment on crée un piézomètre, comment le niveler également. En fait, le piézomètre, s'il est ancré uniquement dans la tourbe, il va pouvoir bouger au fur et à mesure des années en fonction de l'alimentation en eau. La tourbière va se gonfler au fur et à mesure de l'année. Et donc, ça peut mener en fait au fait que le tube en fait sorte de terre. Et donc, vous ne pouvez jamais avoir une idée précise du niveau d'eau par rapport au sommet du tube. Donc, pour s'affranchir de ça, en fait, on ancre le piézomètre au substratum. Donc, on enfonce un fer à béton jusque dans le substratum. Généralement, on utilise même une massette pour pouvoir l'enfoncer correctement. Et après, on attache le tube piézométrique au fer à béton. Voilà. Et généralement, quand on travaille sur des piézomètres qui sont ancrés comme cela, on essaye d'avoir l'altitude NGF du sommet du tube, ce qui permet en fait de comparer l'altitude de nappe entre deux piézomètres, généralement. Vous pouvez le faire aussi de façon sans aller vers une altitude NGF, mais juste une relation entre piézos. Mais en tout cas, ça permet de connaître l'altitude de nappe entre deux piézomètres de façon précise. Je revenais aussi sur le colloque, j'ai vu que Sylvain Moncorgé a un peu rectifié. C'est vrai que du fait de la Covid, etc., on devait présenter un colloque en septembre. Finalement, il a été déplacé. Il devait se faire encore en présentiel. Et dernièrement, on a décidé qu'il se ferait en distanciel. Donc, on est en train encore de réfléchir aux dates, etc. Donc, c'est en train d'être calé. Mais c'est pour ça que je me suis permis quand même d'annoncer la venue de ce colloque de restitution du Live Tourbière. Mais les dates ne sont pas encore calées définitivement. Voilà. Et puis Geneviève Magnon, donc ma collègue, précisait également que les tubes piézo étaient accrochés au fer à l'aide de Serflex. C'est un test pour le moment, qui n'est pas forcément génial, parce que le plastique vieillit mal. Donc on se tournera peut-être vers un moyen plutôt en acier ou fer, on ne sait pas trop. Voilà. Merci. Donc, je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Je vais prendre des questions pour Guillaume. Et puis après, on passera aux questions pour Samuel. Il y a une question de Luc Bettinelli, donc du Seine-Franche-Comté, qui était... Je pose la question, Luc, si tu veux expliciter, tu prends la parole. Est-ce que les insectes prélevés par les barbeurs ou les filets fauchois sont conservés et restent identifiables pour une éventuelle utilisation ultérieure? Avec une remarque qui a un lien à faire sans doute aussi entre les données de biomasse avec des projets en cours de montage sur les pollinisateurs. Luc, si tu veux préciser peut-être la question, ou Guillaume, tu peux répondre directement. Je ne sais pas si Luc veut des éléments complémentaires. Alors aujourd'hui, c'est une vraie question parce que cette partie traitement des données recueillies a un véritable impact, vous vous en doutez, sur le coût de traitement à l'issue. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on dimensionne les choses au regard de ce qui est attendu et souhaité de prélever, on se contente d'une détermination à l'ordre, alors qu'effectivement, il y aurait bien sûr de l'information à aller chercher au-delà. Les prélèvements vont bien sûr être mis dans l'alcool pour être conservés et ils seront, pour répondre précisément à la question, déterminables jusqu'au passage en étuve. Je pense qu'au-delà du passage en étuve, ça va être un peu plus compliqué de pouvoir déterminer avec précision. L'étude, elle est prévue sur 3 ans. Les choses ne sont pas encore tout à fait calées
de savoir si on attend la 3e année pour étuver de manière à laisser le plus de possibilités possibles d'analyse sur ces échantillons prélevés. Mais il y a encore des questions de financement qui sont à régler, qui vont nous permettre d'affiner un petit peu cette chose-là, de savoir jusqu'où on peut aller dans l'analyse. Ce qui est sûr, c'est que tout prélèvement on doit en tirer le maximum d'informations. Donc, les échantillons seront à disposition des uns et des autres en attendant le passage en étude pour en tirer toutes les informations qu'on peut en tirer. Je suis pas hyper clair et hyper précis sur cette réponse parce qu'il y a encore des questions de financement à lever qui sont pas tout à fait bouclées et donc qui font que je sais pas exactement jusqu'où on pourra aller dans la réflexion. Merci Guillaume. Je crois que tu réponds à une question de Guillaume Doucet qui était posée dans le chat, c'est comment est financée l'étude sur les ressources alimentaires des prairies, donc c'est question de financement. Ton micro a été désactivé. Je rétablis. Voilà. Il faut que tu autorises à chaque fois à rétablir le micro. Ouais. Donc, le financement, on est dans le cadre des demandes de subventions liées aux études pratiquées sur les sites Natura 2000. Donc, le financement, c'est essentiellement un financement qui provient de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre des études et cartographies qu'on réalise sur les sites Natura 2000. La particularité, c'est qu'il y a une partie également des financements et de l'action qui va être côté OFB et côté Université de La Rochelle. Donc, on essaye de faire converger 3 programmes pour pouvoir faire le mieux possible avec les financements dont disposent les uns et les autres. Donc, pour notre partie en Haute-Saône, en tout cas, c'est une demande de subvention réalisée auprès de la DREAL dans le cadre des études classiques de nos sites Natura 2000. Voilà. D'accord, merci. Il faudra te autoriser le micro parce que je vais te reposer encore 2 questions. Du coup, une autre question de Guillaume sur laquelle tu vas pouvoir répondre très rapidement. Existe-t-il un lien pour pouvoir récupérer l'étude comparative de la flore des prairies humides de la Saône? Alors, à ce jour, non, mais je vais vous les communiquer dans le cadre de la restitution. On en a discuté hier avec Marc Villemino du CBN FCORI qui me posait la même question. Donc, effectivement, c'est des données qui n'ont pas été produites par nous. Elles ont été produites par Corentin Nico qui a soutenu son doctorat là à l'automne. Je ne savais pas s'il les avait publiées ou s'il compte le faire. Je pense en tout cas que c'est des données qui sont tout à fait accessibles pour ceux que ça peut intéresser. Voilà. Et puis, si tu as les droits et l'autorisation, dans le cadre de la restitution de ces journées, on pourrait éventuellement mettre un lien vers… Enfin, voilà, si tu as envie vers oui, je pense que pour être bien dans le respect des uns et des autres, je vais passer un petit mail à Corentin pour savoir ce qu'il peut faire. Et puis dans la foulée. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait d'objection particulière, maintenant que sa thèse est soutenue. Très bien. Et une autre question pour toi, de Geneviève Magnon. Sur combien d'années est prévu le suivi GPS des courlis? Alors Geneviève, on prévoit d'équiper des courlis pendant 3 années, au rythme de 3 à 4 individus par an. Le succès, alors ça dépendra beaucoup du succès des captures, et là je me cache derrière l'OFB et leur expérience. Mais au-delà, par rapport à la population encore présente sur le Val-de-Saône, il faut qu'on soit raisonnable aussi sur les captures et la perturbation des espèces. Donc, on était parti sur une hypothèse de 3 à 4 individus par an pendant 3 années. Et après, la durée de vie des balises dont sont équipés les oiseaux est très variable, mais peut se prolonger sur plusieurs années. Donc, on espère avoir du recueil de données minimum sur 3 ans et si possible sur 3 à 5 ans peut-être en fonction de la manière dont les individus vont conserver la balise, dont elle va fonctionner, pouvoir se recharger grâce à ce petit panneau solaire. Parfait. Merci Guillaume. Je vais prendre du coup les questions du chat sur le suivi des forêts alluviales. Donc, question auxquelles va répondre Samuel Gomez. Donc, une première question toujours de Geneviève Magnon. Est-il prévu de croiser les résultats d'évolution de structures forestières avec l'évolution
de la dynamique alluviale, notamment les données hydrauliques, hydrologiques ou morphodynamiques. Geneviève, je ne sais pas si vous voulez préciser votre question ou si c'est tout bon. Je vais laisser Samuel répondre et s'il y a besoin de préciser, vous pourrez la préciser à la suite de sa réponse. Alors, effectivement, à la suite de ce cycle 2 de suivi du PSDF, on s'est rendu compte que sur les peuplements forestiers les plus pionniers, notamment les peupleraies noirs sur le Val-de-Loire, on voyait que la majorité des peupleraies noirs partaient en transition vers les forêts de bois dur et qu'on n'avait pas de renouvellement de ces peuplements pionniers. Donc, une des hypothèses que l'on a formulée était qu'il y avait forcément un effet lié à l'assèchement, lié à la variation de la dynamique sur la Loire. Et donc, depuis, enfin, même entre le cycle 1 et le cycle 2 du PSDRF, on a mis en place une stratégie d'échantillonnage avec des relevés piézométriques. Et donc, il y a ce travail de suivi qui est mis en place sur ce volet-là. Sur les autres volets, on travaille avec une université à Orléans, notamment sur le volet de la morphologie de la Loire. Et donc, il y aura ce travail d'analyse et de croisement de l'ensemble de ces informations pour essayer de vérifier cette hypothèse et cette influence sur la dynamique des peuplements forestiers. Merci. Alors, une remarque de Marie-Jo Vergon-Trigaudet dans l'onglet discussion. Est-il possible d'imaginer une approche de la dynamique des... non, on est reparti sur le Val-de-Saône. Bon, on la posera tout à l'heure à Guillaume. J'ai essayé de grouper les questions à Samuel. Excusez-moi. On avait une autre question de Frédéric Topin sur le PSDRF. Donc, comment prendre en compte les impacts très rapides liés à des facteurs extérieurs, comme la calarose du frêne, le réchauffement climatique. Avec une petite précision, on va avoir 10 ans avec beaucoup de bois mort, mais la cause n'est pas spécialement liée à la maturité du boisement. Samuel, est-ce que tu peux répondre à ça? Alors ça rejoint aussi une question qu'il y a eu sur le chat de la DDT du Jura sur le volet effet changement climatique. Là aussi est projeté, alors à compter de 2021, l'installation de stations météo au droit de la réserve naturelle du Val-de-Loire pour vraiment aussi avoir ce suivi et permettre le croisement des données pour vérifier les éventuelles incidences des variations climatiques sur les peuplements forestiers. Et par rapport à l'incidence calarose, effectivement, les peuplements alluviaux sont plus ou moins densément pourvus de frênes et les dépérissements sont déjà constatés et puis s'accentuent. Alors, c'est des choses qu'on pourra analyser avec les relevés d'Andro 2, notamment justement sur les taux de mortalité liés à l'essence frêne et qui nous permettront de pondérer les évolutions liées à la maturité des peuplements forestiers. Ce protocole PSDRF, il est vraiment très très fin et on peut avoir des informations très précises à l'essence et donc on pourra apprécier cet effet de la calarose sur les peuplements forestiers de la vallée de la Loire. Merci Samuel. Je pense que Frédéric Topin voulait repréciser sa question, si on peut. Je voulais juste préciser quelque chose en plus, c'est qu'on est bien en face d'un suivi à long terme, alors qui plus est sur la dynamique des milieux forestiers, et on n'est que au niveau du cycle 2. Donc en gros, pour l'instant, on a un recul de 10 ans. Et en plus, on a un recul de 10 ans que sur une part des placettes, parce qu'on a eu des soucis d'échantillonnage et des soucis de calage méthodaux entre le cycle 1 et le cycle 2. Donc globalement, on est au début et il faut se laisser le temps sur ces suivis à long terme. Merci. Est-ce que Frédéric Topin voulait repréciser sa question s'il a son micro qui est activé?
Alors, je vois dans le chat le Oui, commentaire de Fred Topin. Et effectivement, une part du bois mort sur l'essence frêne ne sera pas liée à la maturité, mais liée à la calrose. Ce que l'on sait déjà, c'est que sur les frênes de petit diamètre, si on a beaucoup de mortalité, elle sera principalement due à la calarose, qui attaque quand même moins les frênes de gros diamètre. Donc, on pourra quand même avoir des réponses par rapport au suivi PSDRF. d'accord. Merci. Alors, je pense que Geneviève voulait aussi préciser sa question. Oui, juste, en fait, le micro, il arrive tard quand vous nous laissez la parole, donc on n'a pas le temps de réagir. C'est pour ça qu'il y a un petit décalage. D'accord, oui, c'est qu'on n'est pas les mêmes à gérer les micros et enfin, ouais, Ouais, on va s'améliorer. la Prendre plus connexion de temps. Internet étant ce qu'elle est. Merci pour les réponses. Ça rejoint en fait une remarque générale à tous nos suivis. En fait, le thème, c'est suivi et évaluation. Donc, on cherche toujours à évaluer à partir d'un paramètre suivi. Là, on a eu plein d'exemples, le PSDRF, on a eu la ressource de nourriture pour les courlis, on a eu la piézométrie pour les tourbières. Ce qu'on cherche toujours à expliquer, c'est la variabilité de nos données. Donc, on essaye de prendre le paramètre qui nous paraît le plus impliqué. Et en fait, c'est pas toujours simple. Enfin voilà, c'est plus une remarque parce que par rapport au PSDRF, il y a la dynamique naturelle et puis il y a tout ce qui va autour. D'où ma question, puis qui rejoint celle de Fred Topin aussi, c'est qu'il y a aussi changement climatique, il y a tous ces facteurs extérieurs. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est d'expliquer cette variabilité. Et c'est pas si simple que ça. Sur les tourbières, c'est un peu plus simple avec la piézométrie parce qu'on sait que si les niveaux d'eau sont pas stables, on fabriquera pas de tourbe. Donc c'est peut-être un peu plus facile, on va dire, d'avoir un paramètre. Et puis sur les oiseaux, on est tellement sur du multifactoriel. Donc c'est peut-être que ça rejoindra ce que vous avez dit aux précédentes sessions auxquelles j'ai pas pu assister, mais c'est quand même compliqué d'évaluer in fine. C'est qu'on a des indicateurs, mais évaluer la variabilité d'un paramètre en jugeant d'un seul paramètre, on est quand même un petit peu limité pour ça, ou alors il faut s'embarquer dans des protocoles qui ne sont pas forcément la taille des gestionnaires, tout simplement. Enfin, voilà, c'est une remarque après presque 30 ans de suivi sur plein de choses. Voilà. Pour compléter la remarque de Geneviève, et on l'a vu un peu dans les interventions, il faut absolument s'associer au monde de la recherche et au monde universitaire pour effectivement pouvoir essayer de croiser plusieurs indicateurs. Guillaume le disait sur des volets financiers, et puis là, on le dit sur des approches scientifiques. C'est clair qu'il y a cette variabilité où on tente de répondre et on ne pourra pas répondre tout seul en tant que gestionnaire d'espace naturel. Je profite que j'ai encore le micro d'ouvert pour apporter un complément d'information pour Guillaume Blondel au sujet de la question sur est-ce qu'il sera possible de déterminer à l'espèce ou en tout cas d'affiner la détermination outre l'ordre. Effectivement, le passage en étude pour certains groupes taxonomiques va être rédhibitoire pour descendre dans les déterminations. Et c'est dommage parce que quand on récolte du matériel comme ça, c'est toujours intéressant de pouvoir aller jusqu'à la détermination. Et dernière petite remarque, j'en profite pour vous dire tous, mais vous l'avez sûrement vu parce que c'est passé dans tous les mails, hein, il y a un appel à projet du muséum justement sur la détermination de groupes taxonomiques peu connus, ou en tout cas du soutien aux sociétés savantes qui déterminent ces groupes un peu complexes, notamment en entomo. Et ça pourrait être une source de financement supplémentaire dans le cadre de votre projet sur le Val-de-Saône en Haute-Saône. Merci Samuel pour ces éléments. Effectivement, hein, c'est pas un manque de volonté d'aller au bout du matériel biologique qu'on va pouvoir prélever.
c'est des interrogations quant au financement. Effectivement, s'il existe des solutions de complément qui permettent d'aller plus loin, on les saisira. Moi, je rejoins complètement également ce que disait Geneviève hein, sur les limites de tous nos travaux. On sent bien qu'on essaye, on tâtonne, même si on s'appuie et qu'on partage avec les universitaires et les autres structures. Il y a quand même beaucoup de facteurs qui viennent influer. Marie-Jo posait la question du régime des inondations de la Saône qui est régulé aujourd'hui différemment de ce qu'il l'était il y a 30 ans par les barrages de VNF qui favorisent la navigation, avec un effacement plus rapide des crues. Évidemment que c'est un paramètre supplémentaire qu'il faudrait ajouter à la compréhension de l'évolution tant floristique que de la capacité d'accueil des prairies. La démarche qu'on essaye de mettre en œuvre depuis plusieurs années, c'est évidemment d'essayer de prendre les questions les unes derrière les autres, alors que Geneviève a raison, il faudrait les prendre tout en même temps. C'est la limite de l'exercice. On a essayé de travailler sur la flore, on essaye maintenant de travailler sur la ressource trophique. Sur les échecs de reproduction, je l'ai assez peu détaillé dans la présentation, mais évidemment qu'on essaye de regarder quelles sont les causes. Est-ce qu'il y a des causes d'échecs de reproduction qui sont liées à la prédation, des corvidés, des renards ou autres? C'est des travaux qui ont déjà été menés là-haut. Mais il faudrait embrasser toutes les questions en même temps pour arriver à essayer de tirer une réponse. Et malheureusement, dans le contexte dans lequel on est, c'est assez difficile de regarder tous les pans en même temps pour des raisons de temps, de financement, de tout ce qu'on voudra bien. Et nos réponses ne seront forcément que partielles. Merci Guillaume d'avoir répondu à la question de Marie-Jo également. Marie-Jo, je pense que vous avez votre micro qui doit être activé. Est-ce qu'il y avait besoin de préciser la question ou est-ce que Guillaume a répondu à ce que vous attendiez ? Oui, il a tout à fait répondu. En fait, j'avais ouvert, enfin, le micro avait été ouvert parce qu'effectivement, avec ces histoires de décalage, j'avais ouvert le micro pour en reparler, mais non, il a été très fidèle aux remarques que j'avais faites, donc rien à redire de plus, non. Bon, parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez aussi passer par l'onglet « Lever la main » si vous voulez, ou par le chat. On essaye d'activer les micros assez tôt pour que vous ayez le temps de les poser. Plus de questions. Samuel, Louis, Guillaume, vous voulez repréciser des choses sur les présentations qui ont été effectuées? Ou c'est tout bon? Bon. Ça a l'air de... Donc c'est bon, je pense que... Ah, Guillaume. Luc, tu peux réactiver le micro de Guillaume, s'il te plaît? Merci. Si ce n'est dire que, comme vous l'avez compris, ces travaux que je vous ai présentés aujourd'hui, on est au début, on est dans la construction des protocoles, on est dans la finalisation de la réflexion, tant avec l'OFB qu'avec l'université, pour avancer. Évidemment, tout le monde est bienvenu pour apporter ses remarques, ses critiques, ses doutes. Tant que les choses ne sont pas faites, elles peuvent encore évoluer. Donc, on travaille là-dessus depuis à peu près 2 mois et puis on a le souhait de pouvoir commencer au printemps. Mais il ne faut surtout pas hésiter à envoyer un petit mail ou une petite remarque. Ou voilà, elles sont toutes bienvenues et c'est des questions qui sont suffisamment complexes pour que les avis différents des uns et des autres puissent faire progresser le schmilblick et que dans 3 ans ou 4 ans, on puisse avoir des résultats qui soient satisfaisants et enrichissants pour tout le monde. Donc, toute critique est bienvenue. C'est bien noté. Merci Guillaume. Louis me dit que c'est bon de son côté. Samuel, je pense aussi, vu qu'il a son micro activé. Une question de Tatiana Morvan via le chat. Donc, je la lis, puis on active son micro si elle veut préciser en direct. C'est Guillaume, est-il possible de préciser l'impact du pâturage sur les prairies de fauche? Et merci pour toutes ces présentations très intéressantes.
Alors, pour ce qui est de l'étude floristique qu'on a menée, les points d'échantillonnage, donc on a fait une centaine de relevés, vous l'aurez compris, deux couples enfin, 80 relevés, donc des couples de 40 ont été retenus pour l'analyse, et tous ces relevés étaient dans des habitats caractéristiques de prairies de fauche et avec des pratiques agricoles qui étaient orientées majoritairement pour la fauche. Donc, on est soit dans des cas de fauche exclusive, soit de fauche avec pâturage de regain en fin de saison, donc généralement un pâturage assez léger d'un groupe de génisses qui est mis en place au mois d'août ou septembre. Effectivement, l'impact d'un pâturage pendant les 20 années d'évolution de la parcelle, puisqu'on a essayé de mettre en comparaison les pratiques agricoles pendant la durée de la contractualisation, fait partie des éléments qui marquent vraiment l'évolution floristique. Donc, je ne vais pas me prononcer sur le fait que ce pâturage il soit favorable ou défavorable, mais comme on le suppose, il a bien un impact fort et majeur sur l'évolution floristique de la parcelle. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Tatiana. Si, bonjour Guillaume, merci beaucoup pour cette réponse. Et du coup, au niveau est-ce qu'il y a eu quelques éléments d'études et de comparaison entre des MAE fauche tardive et des MAE prairies de vraiment plutôt pâturage sur cette diversité-là? Alors, la réponse est non, pour la simple et bonne raison que depuis 20 ans qu'on fait des MAE sur la Saône, il n'y a jamais eu de MAE. Depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans qu'on fait des MAE sur la Saône, elles ont toujours été orientées vers les prairies de fauche. Alors, ce n'est pas que les prairies pâturées n'auraient pas d'intérêt et ne mériteraient pas qu'on les soutienne également, mais comme vous l'avez vu en début, le site Vallée de la Saône, c'est très vaste, les surfaces en prairies sont très importantes et la limite pour ces MAE, elle a toujours été budgétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dernier programme de MAE, donc 2015-2016, il est un peu au-delà de 3 600 000 €. Donc, c'est des sommes qui sont extrêmement conséquentes. Et il y a toujours à un moment ou à un autre la limite financière qui fait qu'on est obligé de prioriser. Donc, là, les MAE, elles sont priorisées non seulement uniquement sur les prairies de fauche, et pour qu'une parcelle soit éligible au MAE, il faut qu'il y ait au moins une partie significative, au-delà de 15% de la superficie de la parcelle, qui soit classée en habitat d'intérêt communautaire ou d'intérêt patrimonial. Donc, on est vraiment dans un entonnoir très, très restreint pour les parcelles contractualisées. Et donc, notre analyse, elle a porté essentiellement là-dessus. Donc, on n'a pas balayé la question des prairies pâturées qui reste vraiment la grande inconnue sur le site et qui ont été beaucoup, beaucoup moins étudiées ces dernières années. Ça marche, merci beaucoup. Alors, j'en profite. Dans le chat, il y a Frédéric Topin qui nous a envoyé le lien vers l'appel à projet dont parlait Samuel Gomez pour la contribution à la connaissance naturaliste. Donc, je vous invite à aller regarder. Et il y a une nouvelle question donc, de Julien Salandre de la DDT de Saône-et-Loire. Je la lis, puis on active son micro s'il voudrait préciser derrière. Une question pour Guillaume encore. Y aurait-il possibilité d'étendre l'étude trophique à la ressource alimentaire des passereaux prairiaux? Alors, la réponse est clairement oui. Depuis qu'on suit les prairies et le cortège de la bifaune prairiale, évidemment, on s'intéresse au cortège complet en ayant en tête une liste de 5 ou 6 espèces, pipit de Farlouse, tarier des prés, bécassine des marais, vanneau huppé, courlis cendré et râle des genêts. Voilà, c'est le groupe d'espèces qui nous permet de couvrir à peu près la problématique. Pourquoi aujourd'hui on affiche les choses plutôt vers le courlis cendré? C'est pour les raisons que j'évoquais avant, à la fois de l'amplitude de la période à laquelle il exploite les prairies, de son état de conservation, enfin de tout ce que j'ai évoqué déjà. Par contre, l'idée des 3 périodes de prélèvement, elles correspondent au stade, donc éclosion, émancipation et puis élevage des jeunes sur le courlis. C'est des périodes aussi qui sont transposables sur d'autres espèces. On est limité par le nombre de prélèvements qu'on peut faire et par le temps disponible, mais l'idée, c'est bien de mettre en évidence quand même, au travers de la classification par la taille des insectes, etc., la ressource disponible pour tout le cortège de la bifaune prairiale. On a bien en tête cette idée-là de travailler à 2 niveaux de lecture,
entre le courlis et l'ensemble du cortège. D'ailleurs, en parallèle de cette étude, il y a donc une stagiaire qui va arriver le 1er mars pour 6 mois pour travailler sur l'ensemble du cortège de la faune prairiale et poursuivre ses relevés et ses suivis. Et puis voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Julien, on a activé votre micro, si vous voulez des précisions. Non, c'est bon? Bon, bah ça a l'air d'être bon. Est-ce qu'il y aurait des dernières questions avant qu'on clôture ou... Je ne vois pas de main levée. Je pense qu'on a pris toutes les questions et remarques du chat. Donc, on va pouvoir conclure. Déjà, je remercie les 3 participants intervenants, notamment Samuel qui a repris haut la main la présentation de Benoît donc pour le jeu questions-réponses. Et on va du coup passer à la conclusion donc de ces journées des gestionnaires. Alors, hop, voilà, c'est bon. Donc, tout d'abord, merci à tous les participants qui ont assisté à cette session, mais également pour certains d'entre vous aux 2 sessions précédentes. Donc, on espère que cela vous aura satisfait. Donc, pour les suites, la mise en ligne des enregistrements, des sessions, des diaporamas, on vous enverra un lien. On essaiera également aussi de reprendre tous les éléments de discussion du chat avec les liens que vous nous avez tous fait parvenir. Donc, pour cela, on vous enverra sur le mail sur lequel vous êtes inscrit. Si jamais vous avez assisté à cette session, on vous a renvoyé le lien d'inscription, ou si vous êtes plusieurs derrière un ordinateur, n'hésitez pas à nous renvoyer un mail avec vos coordonnées. Donc, on tient tous à vous remercier. On espère que le changement de format en 3 sessions de 2 heures plutôt qu'en une journée en physique vous a satisfait. Et surtout, on espère vous retrouver nombreux l'an prochain et peut-être en physique, donc pour une nouvelle thématique. On vous enverra également un questionnaire, je pense, de satisfaction sur ce format webinaire. Bah, merci à tous en tout cas d'avoir assisté et d'avoir participé aux échanges et aux débats, qui sont toujours très intéressants. Bonne journée et bon appétit surtout. Au revoir.